Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique, une critique d'un film que vous attendez si vous suivez ma chaîne, Jason Bourne, un film sorti donc en 2016 de Paul Greengrass, d'après le personnage créé par Robert Ludlum. C'est un film avec Matt Damon, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones et Vincent Cassel. C'est un film qui a coûté 120 millions de dollars, il en a rapporté pour l'instant le 12 août 2016 un petit peu plus de 200 millions, j'espère qu'il continuera sa montée au box-office étant donné qu'il a eu des critiques plutôt mitigées. Il dure un petit peu plus de 2 heures et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 heures? C'est Jason Bourne qui décide, suite à la réapparition de son passé, de reprendre les armes et de retraquer une fois de plus les gens de la CIA à la recherche d'informations sur son père. Après des critiques mixtes de Bourne Legacy, ils se sont peut-être dit qu'il fallait faire revenir un vrai espion. Alors il y a beaucoup de choses que j'ai dit dans les précédentes critiques, on les retrouve ici, je ne vais pas forcément redéballer tout ça en termes de mise en scène et en termes de caractérisation de personnages. Ce qui m'a touché dans ce film-là, c'est la nostalgie. C'est un film très nostalgique. On est nostalgique de films des années 2000. Alors souvent quand on dit nostalgique, on pense années 90, années 80. Pour ma part, bien sûr. Là, c'est une nostalgie beaucoup plus récente. Il y a beaucoup de choses qui fourmillent dans le film, qui nous rappellent les films précédents. Si vous avez aimé cette trilogie, vous aurez une bonne dose de nostalgie devant ce film. Alors je vais parler de pas mal de choses dans le film. Je vous invite à le voir avant de continuer cette vidéo si vous n'avez pas peur. Alors, ce film, ce n'est pas un reboot de Jason Bourne, c'est un nouvel épisode de notre héros. C'est une suite, mais qui a plus une tendance de relance, c'est-à-dire que le troisième semblait vraiment terminer tout l'arc narratif autour de Bourne. Ici on retrouve une étincelle pour redynamiser l'action, pour redynamiser la machine Bourne. Donc c'est plus l'idée d'une relance, une sorte de projet presque autonome de la part des scénaristes qui sont Paul Greengrass avec Christopher Roos qui est son monteur de la trilogie originale, avec Matt Damon. Ils ont fait le scénario à 3. Alors c'est un scénario qui commence d'emblée, alors très sobrement présenté avec le titre, pas d'artifice autour du titre, et hop, après on a des flashbacks. Séquence souvenir des précédents volets pour commencer le film. Quand je suis entré dans la salle, j'avais quand même un petit peu peur. J'avais un petit peu peur d'être déçu sur ce qui se passait. Je me suis noté un certain nombre de questions auxquelles je vais répondre brièvement. La première question, c'est est-ce que le film a vraiment lieu d'être? Pourquoi a-t-il été fait? Mis à part pour faire du pognon, bien entendu. Je pense que le film a quand même des choses à dire sur notre milieu contemporain. C'est toujours aussi intéressant de voir ce qu'une franchise récente peut avoir à dire aujourd'hui en 2016. C'est aussi un vrai film d'action, une tendance aujourd'hui qui disparaît dans des films bon marché. Ici, on a quand même un film d'action, un film de héros et non de super-héros. Ici, c'est un vrai film d'action qui a une intrigue forte, puisqu'aujourd'hui, quand on pense d'action, c'est plus dans des formats hybrides. Film d'action dans les super-héros, dans de la science-fiction, des choses comme ça, mais plus un film d'action sur un milieu contemporain, on va dire basique. Alors, il s'agit non plus d'un simple enchaînement de scènes d'action empaquetées comme ça pour essayer de faire un truc cohérent. Non, il y a un vrai propos, il y a une quête de la part de notre héros pour aller chercher des informations. Et en parallèle, un autre scénario qui est très étrange, mais qui en même temps rend la chose vraiment peu commune. Tout ça va commencer à se resserrer et à se lier dans une scène finale à Las Vegas qui est très spectaculaire. Est-ce que cette histoire est aussi intéressante que dans les précédents? Je dirais pas qu'elle est plus intéressante parce qu'elle se focalise un petit peu moins sur Jason Bourne, puisqu'on a l'histoire de cette plateforme internet qui s'appelle Deep Dream, qui est en fait une espèce de couverture pour que la CIA puisse avoir accès à nos données personnelles davantage. Donc on est vraiment dans l'intrusion du gouvernement dans nos vies privées, ce qui fait justement atténuer un petit peu le poids de notre héros sur le récit, et il semble un petit peu dépassé, effacé.
alors que le titre du film, c'est quand même Jason Bourne. Donc on attendrait à avoir quelque chose d'un petit peu plus centré. Donc il y a peut-être cette crainte et cette mise en garde que je devrais faire concernant ce film. Par contre, il n'y a pas vraiment de temps mort, c'est très très rythmé, ça va très très vite, il y a toujours des choses qui sont dynamisées pour que même les temps de dialogue soient représentés comme des temps d'action. C'est vraiment la façon de faire de Green Glass, je vous l'avais déjà dit dans les épisodes précédents. Il en résulte une mise en tension assez constante, avec des hauts et des bas bien entendu, mais est-ce que les choses sont si évidentes à deviner dès le début? Dans ce cas-là, c'est vrai que le film est un petit peu facile à certains moments. Je pense notamment tout ce qui se passe à Berlin, ce qui se passe aussi dans un certain sens à Las Vegas. Mais alors comment la tension se déroule? Elle se déroule par le choix des personnages à innover dans leur façon de répondre à ces menaces, de répondre à ces tensions. Et bien sûr, la tension se déroule aussi par le talent de la mise en scène de Greengrass qui fait le taf encore une fois. Avec tout son arsenal déployé et peaufiné des épisodes précédents, avec des fois quelques petites longueurs, je pense à Athènes notamment, qui permettent peut-être à un moment de faire un trop-plein et de pas frapper en fait au bon moment. Je pense particulièrement à la scène avec Vincent Cassel qui est en train de viser une allée, une rue pour attendre Jason Bourne, et à ce moment-là, il fait un tout petit peu, après c'est ma sensibilité, mais il a fait un tout petit peu trop durer l'attente en fait de Vincent Cassel de l'atout The Asset. Il attend de pouvoir viser Jason Bourne et la séquence dure un tout petit peu trop longtemps parce qu'il y a aussi un timing quand on veut frapper des choses, quand il y a des timings, quand il y a des impacts dans la narration, ben, il y a aussi du timing à ce niveau-là et je trouve que là des fois il est un peu hors timing et c'est un petit peu dommage. Après c'est ma sensibilité, mais il y a des vrais moments de suspense. Après pas forcément, comme je vous l'avais dit dans le troisième volet, pas forcément suspense sur Jason Bourne, mais c'est là justement où le film est le plus fort en fait, c'est que c'est pas Jason Bourne qui est mis en danger. Les scènes les plus fortes du film, ce sont les scènes où Jason Bourne doit secourir quelqu'un. J'ai vraiment aimé ce qui se passait à Londres et même le début de Las Vegas. Ces scènes sont énormes. Et parce que le suspense se déploie sur des gens qui sont fragiles, qui ne sont pas des super-héros, qui ne sont pas des héros comme Bourne. Donc Bourne, lui, bah, c'est celui qui va déverrouiller la situation, bah, il doit trouver une alternative très très vite. Et c'est là que le suspense se déclenche, parce qu'il n'est pas sur Bourne, il est sur des personnes à sauver. De même que à Athènes, Julia Steele, donc Nikki Parsons, alors là, c'est aussi, on doit sauver cette personne, donc il faut que Bourne essaye de la mettre à l'abri. Et là, il y a toute une scène incroyable, enfin je vous en parlerai de la scène à Athènes, c'est assez ouf hein, ce qui se passe là-bas. Comme je vous le disais précédemment, il y a deux intrigues. Il y a une intrigue de vengeance et de recherche sur soi-même, une de plus concernant Jason Bourne, et un film sur une plateforme numérique. On veut lier, encore une fois, le background des précédents films, et finalement le sujet des précédents films, avec quelque chose de contemporain, d'actuel, sur une plateforme numérique, la description du monde contemporain actuellement, avec une espèce de simili de patron de start-up numérique, un simili Zuckerberg, comme je l'ai vu dans beaucoup de critiques, qui sont pas forcément trop artificiels pour nous toucher, pour convaincre, mais c'est quand même un problème actuel. C'est intéressant parce que on a une espèce de pirouette de scénario, c'est que dans les précédents volets, le sujet était Bourne, quelqu'un qui est en chair et en os, et la technologie, les télécoms, étaient un moyen de nous créer de l'action. Eh bien, dans celui-ci, il y a un revirement, c'est que les télécommunications, Internet et cette plateforme Deep Dream est devenu le sujet de l'action, puisque c'est quand même le sujet de toute la scène à Las Vegas, dans laquelle s'insère l'élément physique, l'élément naturel qui est Jason Bourne. Donc on a un espèce de revirement, ils ont essayé de faire une pirouette scénaristique en changeant de sujet, en transformant en fait la télécom comme aussi un sujet, un vrai sujet dans l'action, un sujet de film. Donc il y a une espèce de pirouette mais qui arrive comme ça en alternance. Le problème de cette alternance, ça nous permet bien sûr de nous faire retomber la tension, mais le film est, encore une fois, le film s'appelle Jason Bourne, on attend beaucoup de choses du personnage et cette plateforme Deep n'est pas liée à Jason Bourne. Donc c'est très troublant en fait de la voir débarquer cette petite partie narrative alors qu'elle est
dans l'absolu, complètement ancré dans ce thriller technologique qui colle à l'actualité. Faut bien vous douter que toutes les informations qu'on a via, par exemple, Pokémon Go, je le dis ça au hasard, ça peut être utilisé par le gouvernement si besoin est. C'est quand même des trucs qui nous permettent de nous tracer. Toutes les applications que nous avons sur nos portables, faut pas l'oublier. Dès que vous avez un portable, vous êtes fiché, vous êtes tracé et vous êtes possiblement recherché par les gens du gouvernement. C'est bien sûr la société d'aujourd'hui qu'on veut. Après c'est l'image qu'on veut nous donner de sa société aujourd'hui à travers ce genre de fiction. Ce n'est pas forcément le cas à ce point-là, mais c'est un film qui montre que les choses ont changé politiquement et technologiquement. Il y a presque 10 ans qui séparent La Vengeance dans la peau et ce film Jason Bourne, eh bien il y a des choses qui ont évolué. On le voit dans une scène qui est une scène avec un montage très clair. On a le chef de la CIA qui se fait prendre un peu de court dans des décisions par le personnage joué par Alicia Vikander, la cyber-opérative Heather Lee, qui veut prendre un peu les devants pour sa carrière, bien entendu. Et après, qu'est-ce qu'on a ? On a un plan sur les Capitoles qui est en construction pour montrer aussi que l'Amérique se reconstruit après des tremblements numériques, des tremblements de dévoilement de fichiers, les fichiers BlackBriar, Trendstone, des choses comme ça. Et même dans notre monde actuel, la société se reconstruit aussi après des chamboulements numériques à la bourse ou même dans des dossiers particuliers. Avec ce plan, on montre que voilà, il y a du changement dans la CIA puisqu'il y a des têtes qui vont se couper, donc une reconstruction. Et on la montre aussi visuellement puisqu'un centre décisionnel, le Capitole, est en train de se reconstruire. Donc encore une fois, par la mise en scène, on nous indique cette idée-là. La CIA se met à jour en venant financer cette plateforme Deep Dream avec le mec qui a à sa tête Aaron Kallor, qui travaille pour la CIA malgré lui, une intrusion du gouvernement dans la vie privée. Le film échappe un petit peu à ce niveau-là à l'ombre de la trilogie, même si malheureusement c'est pas forcément dit, mais il y a un recyclage dans les situations de la série des Bournes. Je disais déjà ça du 3e volet, mais ici ça m'a moins surpris parce que j'y étais habitué. En effet, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'on voyage encore une fois entre des villes de l'ancienne Europe et l'Amérique. Entre Washington, Las Vegas, Athènes, Berlin, Londres, avec à chaque fois des establishment shots qui sont des plans un petit peu, pas de transition, mais des plans de présentation d'un lieu avec des bâtiments iconiques. Le Capitole, on sait où c'est. Les hôtels un peu what the fuck de Las Vegas, donc on dit ah ça c'est Las Vegas. La place de Berlin qui est connue aussi, ou Athènes, il y a quand même quelques plans qui nous rappellent ces villes, ou Londres, certains quartiers de Londres. Donc voilà, ce sont des plans fonctionnels pour nous montrer, pour nous dire attention, là il va y avoir de l'action, et après on passe directement au plan rapproché, pratiquement. Mais on a tout ce qu'on attend des Bournes en fait, des poursuites, en voilà, sous toute forme. On a des références à la trilogie. Quand je vous disais que voilà, dans une critique, que ce personnage était enfermé dans des boucles comme Bond, dans des schémas, des boucles d'événements, et bien ici, c'est complètement le cas. On a, comme dans le 2e et dans le 3e, au final, un contact qui meurt dans le film, comme Marie dans le 2e, c'est-à-dire au début du film, ce qui oblige Bourne à revenir dans le game, le game. C'est complètement injuste d'ailleurs, pour montrer bien sûr que personne n'est en sécurité. Et bien ici, on a la même chose avec Nicky Parsons qui meurt dans la course-poursuite d'Athènes, qui est vraiment une course-poursuite de dingue. Est-ce que sa mort déclenche quelque chose ? Oui, dans un sens. Bon, elle est un petit peu évacuée, mais oui, dans un sens, puisqu'elle avait des informations à lui donner. Après, ce n'est pas un déclenchement émotionnel, je trouve, de la part de Bond. Bien sûr, il est un peu affecté, mais c'est plus un déclenchement fonctionnel, parce qu'elle avait de l'information à lui donner, et non pas de l'amour à lui donner. Enfin, bien sûr, il y en avait, mais ce n'est pas ce qui nous est avancé dans le film. Ce qui nous est avancé, c'est qu'elle voulait lui donner une clé et elle meurt juste avant de lui donner. Donc Bourne, il a cette clé-là, donc ça va lui amener des informations. L'émotion qu'il a avec la mort de Nicky Parsons va se transformer en émotion via les informations qu'il va le trouver. Donc finalement, Nicky Parsons n'est pas la cause de son entrée dans le game. Et on le voit dans les conversations qu'il a avec Nicky Parsons sur le trajet d'évacuation,
quelque chose de turlupine davantage concernant, encore une fois, ces projets Trainstone et bien sûr l'apparition du nom de son père dans les dossiers. Donc c'est ça en fait qui le déclenche, hein. C'est encore les problèmes familiaux, hein. On n'en sort pas, hein, jamais, hein. Mais on a encore une fois, pour revenir sur ce jeu de référence, des rencontres dans des lieux publics chargés de monde comme dans les précédents. Alors ici on a une scène à Berlin qui est vachement bien où il y a aussi beaucoup de monde et on travaille aussi la foule. On a le boss de la CIA qui est considéré comme un méchant, une chasse à Bourne, un tueur pour traquer Bourne mais qui a plus de background que des précédents. On a des flashbacks bien entendu, c'est dingue parce qu'on a vraiment l'impression que dans le troisième c'était fini, que voilà, le Bourne c'était terminé et qu'on pouvait passer à autre chose quoi. Mais là, c'est là que le scénario est quand même dingue, c'est que les scénaristes ont trouvé un moyen de nous redynamiser, c'est pour ça que je vous parlais de relance, de nous redynamiser tout le récit. Les scénaristes arrivent à nous emporter encore avec de nouvelles choses. Ils vont encore plus loin dans le passé de Bourne pour essayer de reprendre quelques éléments pour nous renvoyer sur une nouvelle histoire. Ils retombent sur leurs pattes, mais ça ne les empêche pas de nous resservir, de nous rejouer les séquences emblématiques de la saga, sans forcément ajouter quoi que ce soit. Après, c'est le spectateur qui, lui, en souhaite toujours plus et ne se contente pas déjà de ce qu'il a. On a presque l'impression que le spectateur abuse un petit peu quand on voit les commentaires des fois de certains films. Oh, il n'y a rien d'innovant, comme si les gens voulaient constamment de l'innovation. Ici, c'est un trip nostalgique. Après, la plupart des scènes que vous avez vues ici, vous l'avez vu dans les précédents. Ce n'est pas tant un mal que ça, puisque ça fait quand même 10 ans que nous les avons pas vus. C'est une traque numérique. Le paradoxe, hein. Une traque numérique exactement contre un homme qui a toujours été un homme de terrain. Et la force du film, c'est cette opposition. C'est comme le commando et les attaques de drones. Et ici, ce sont deux philosophies qui se font face entre les gens qui sont guidés complètement par le numérique, des schémas et des ordinateurs et ne s'en sortent pas, et dès qu'ils n'ont plus la vision numérique, eh bien ils sont complètement perdus. Et ça on le retrouve aussi dans Green Zone, dans une certaine mesure vers la fin du film. On a l'agent spécial, des forces spéciales du gouvernement qui est guidé par un traceur numérique et Matt Damon se repère par rapport à l'hélicoptère, par rapport au son, par rapport à son instinct. Donc ici, encore une fois, c'est presque l'idée de Paul Greengrass, c'est l'homme sauvage, l'homme nature contre la technologie et contre l'humain assisté. Et ce qui fait peur, c'est que cette technologie, dans le film, elle va très très loin, ça fait vraiment peur. On coupe le courant à distance, mais des distances de plusieurs milliers de kilomètres, hein. On vide les données d'un ordinateur à distance. Le film effraie par la précision des actions technologiques. Il devient alors vraiment un thriller technologique d'action, avec l'utilisation de caméras, de GPS, de micros qui peuvent capter jusqu'à 50 mètres, plein de petites attirails technologique. Et lui, il va s'en servir, mais pour presque contrer une plus grande technologie. Donc, il se sert de la technologie contre elle. Ça, c'est vraiment dans la même mouvance, hein. On peut retrouver la même chose. Et Matt Damon, bien sûr, se bat avec, non pas forcément des armes technologiques, mais avec des choses toutes simples qui sont traditionnelles. Pour arriver sur un final, je parlerai de la course-poursuite et des scènes d'action plus tard, mais pour revenir sur un final qui fait un petit peu penser au troisième volet. Est-ce que c'est répétitif pour autant ? Pas forcément, mais je n'espère pas qu'il y en ait d'autres de Jason Bourne. Parce que là, on a vraiment l'impression qu'il tourne en rond. La fin s'ouvre sur des possibilités, sur de futurs potentiels projets. Ça pourrait être délicat, car la franchise est assez essorée, à mon sens, pour ce qui est de l'histoire, et cet épisode le montre. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de continuer dans cette voie-là. Ou alors, il faudra vraiment changer quelque chose. Je trouve toujours que le film est efficace au niveau de l'action, mais au niveau de la storyline, il faut dynamiser tout ça, il faut dynamiter tout ça, il faut faire exploser un truc. Parce que là c'est vraiment limite d'être du copier-coller. Ce n'est pas gênant si on est nostalgique, si on aime ça, si on aime ce genre de film et de cette façon de faire, mais si on nous le ressort encore une fois juste après, parce que il a presque l'excuse d'être fait 9-10 ans après, donc ça va. Mais si nous en ressortent un dans, on va dire, 3 ans, un autre Jason Bourne, qui est quasiment de la même façon, là ça posera des problèmes.
Notre Bourne, justement, Matt Damon, disait en 2007 qu'il ne reviendrait pas en tant que Bourne. On voit bien qu'il a changé son fusil d'épaule. Matt Damon n'allait pas empiler ça en Green Glass, il a bien fait. Personne ne peut le remplacer et certainement pas Jeremy Renner avec son Aaron Cross. Mais il devient dans ce film plus un pion dans l'échiquier de la CIA. Le film ne tourne pas forcément que sur lui, il n'y a qu'à voir l'affiche, il la partage avec Alicia Vikander qui joue Heather Lee. Alors qu'elle n'est pas forcément du côté de Bourne, mais elle partage l'affiche avec lui, donc il est moins important. Il fait partie presque d'un plan secondaire pour la CIA. D'un point de vue de l'histoire même, c'est quand même Jason Bourne, bien sûr, mais d'un point de vue de la CIA, c'est pas forcément leur priorité. Ils ont de plus gros poissons à frire, et ce gros poisson à frire, c'est la plateforme Deep Dream. Et c'est ça qui est en même temps troublant et en même temps un petit peu génial, c'est que la scène finale, tout ce qui se passe à Las Vegas, eh bien, c'est pour Deep Dream, c'est pas pour Bourne. Il y a Bourne qui vient s'insérer, qui vient court-circuiter un peu le plan trop bien huilé de la CIA, mais ce n'est pas la fin en soi pour Bourne. Il se trouve que la personne qui en sait le plus sur le père de Bourne est à Las Vegas, mais Las Vegas n'est pas la fin en soi pour Bourne. Il vient vraiment parce qu'ils sont tous là-bas pour un autre but. C'est ça qui est intéressant. On échappe un petit peu en termes de scénario au climax standard, c'est-à-dire le héros doit faire face à sa plus grande menace. Et non, pas du tout. Bien sûr, à la fin, il y a un duel de course-poursuite avec Vincent Cassel, mais dans l'absolu, Las Vegas, Bourne, tout ce qui s'y passe, il s'en tape. Voilà. Jason Bourne, Matt Damon est massif et pas mal antipathique. Une normalisation du héros, pas forcément, on voit qu'il a souffert, mais on lui propose de nouvelles motivations. On exploite l'amnésie de Bourne, les bouts de souvenirs qui auraient pu lui manquer, toujours créer plus de connexions jusqu'à ce que ça en devienne ridicule. Ah là là, le meurtrier du père de Bourne, c'est Vincent Cassel qui l'affronte dans ce volet. Ouah, retournement. Ça, c'est particulièrement presque insultant, je trouve, de créer des connexions comme ça aurait pu être quelqu'un d'autre complètement. Non, il faut absolument lier ça à de la vengeance personnelle, donc le rendre encore plus personnel en faisant de Vincent Cassel le meurtrier de son père et qui devient le meurtrier du fils. Voilà, moi je trouve que c'est un peu ballot, on aurait pu s'abstenir de le faire. Ça aurait été, je pense, tout aussi efficace. Le problème, c'est que ça n'aurait pas forcément amené à un climax de course-poursuite de fin. Parce que, Bourne poursuit Cassel parce que c'est aussi le meurtrier de son père. Si Cassel n'était pas le meurtrier, l'histoire se serait terminée différemment. La course-poursuite finale, je la trouve très forcée, mais j'y reviendrai plus tard. Les personnages sont bien traités et Cassel et Damon jouent des personnages blessés par des passés douloureux, l'un et l'autre pour des raisons différentes. Ils sont tous deux en quelque sorte autonomes et ont des comptes à régler. Donc ça permet de créer un espèce de miroir. Concernant Bourne, chercher son identité est terminé. Et ce qui lie Bourne à son passé, c'est ce qui fait la différence avec tous les autres films d'espionnage. C'est en cela que vraiment Jason Bourne est un traitement de personnage et un traitement du récit vraiment particulier. Le mécanisme qui propulse le personnage n'est plus là. Comme je vous le disais concernant la mort de Nicky Parsons. Comme le disait Damon d'ailleurs à son tour, tout le mécanisme interne est dévoilé. On le sait avec les 3 épisodes précédents. Alors, on doit reconfigurer ce mécanisme. Et on va encore plus loin dans le passé de Monsieur Webb, mais je trouve que cette idée d'aller encore plus loin est presque ridicule. On n'est pas loin du ridicule. Ah là là, le père, alors tu vois, après on va revenir, ah oui, mais le grand-père, ah oui, alors la mère, on n'en a pas parlé de la mère, oh là là, la mère, elle a encore des trucs à livrer. Alors, ce genre de truc, ça va bien pour un certain moment, mais il faut pas qu'il continue dans cette voie-là. Ouais, s'il continue dans cette voie-là, ça va être grave saoulant. La première scène, par contre, avec Bourne, tout est déjà là. On montre que c'est quelqu'un qui a vécu. Il est très concentré sur son visage, Paul Greengrass, qui a un visage qui est complètement creusé avec les yeux, mais des yeux de ouf, des yeux tristes et en même temps complètement perdus dans le désert, là où il va affronter un pauvre gars, un regard vide. Et après, comme dans la scène du parc dans le premier film, par automatisme, il arrive dans le combat, c'est-à-dire que dans le même plan, on a un regard, comme si vous voyez défiler toute sa vie devant lui, et puis après la caméra se replace et on montre un mec complètement baraqué, et Bourne s'avance et lui fout une patate,
une seule patate, mais parfaitement placée, le mec s'écroule tout de suite. Et après Bourne, il repart. Et ça, c'est ce qui se passe finalement dans le parc, c'est l'automatisme, c'est le geste qui est un réflexe de savoir exactement où on doit faire mal pour immobiliser son adversaire. Il est un petit peu comme le Terminator par moment. Ah oui, alors il y a une scène maintenant, j'y pense. Justement, le Bourne, il cherche des gens qui pourraient être capables de lui en dire plus sur son père. Au moment, il a une adresse et un numéro de téléphone, donc il l'appelle. Donc on voit un mec bien sapé dans son petit bureau d'open space. Et tout d'un coup, téléphone. Le mec il dit allô, on entend c'est Jason Bourne. Et là, le mec il panique complètement. Ah, c'est Jason Bourne. Là, c'est vraiment un effet Terminator, hein, vraiment. Oh mon Dieu, c'est Jason Bourne. Le mec il est en panique et tout ça, c'est assez énorme. Après, Bourne en lui-même, je peux vous dire qu'il ne parle pas beaucoup, mais ça le rend tout aussi massif, monolithique, mystérieux et dangereux. Après, c'est quand même le héros de l'histoire, on souhaiterait qu'il en parle un peu plus, mais bon, ils ont fait l'économie, ils ont essayé de se la jouer silencieux. Matt Damon parle aussi avec son corps, avec son regard, il est toujours très bien filmé pour être mis en valeur, donc ça ne pose pas de problème. Il se bat aussi avec des choses, mais comme dans les films précédents, des choses incroyables, hein, des bouts de bois, des casseroles. Il a toujours beaucoup de créativité pour désamorcer des situations. Il y a une situation à Londres qui est complètement folle. Il doit éviter de se faire voir et en même temps protéger quelqu'un qui est quasiment sur une place déserte. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il déclenche toutes les alarmes des bâtiments. Ce sont des bâtiments qui contiennent des gens au travail. Donc tout le monde sort dans la rue et tout le monde se met sur la place. Et là, il peut récupérer le gars et tu te dis waouh, mais quelle technique. Il y a le sniper qui essaie de le repérer, mais il n'arrive pas parce qu'il y a trop de monde. Voilà, ça c'est une idée géniale et on la voit pas vraiment venir. Il crée sa propre chance. Ça paraît aussi un petit peu trop simple pour lui après de s'en sortir de toute situation c'est presque un super-héros alors que ça reste un héros. Alicia Vikander, pour elle, eh bien, c'est pas franchement une sous-Pamela Landy, parce que j'aime beaucoup le personnage de Pamela Landy. Elle incarne Heather Lee, qui est une Pamela Landy plus vénale. Voilà, elle a la pression des hautes instances de sa hiérarchie, et en même temps, elle veut faire bonne impression aux gens influents pour avoir de l'importance et bien se placer. C'est une opportuniste aussi. Par contre, alors, je sais pas, je pense que c'est vraiment elle, mais elle a une façon ultra sensuelle quand elle regarde des écrans. Elle a un visage incroyable, hein. Oh là là là. Quand elle regarde des écrans, on a envie d'être un écran. Voilà, mais vraiment, dans le visage, elle a une expression vraiment dingue, elle a beaucoup de charisme, elle est ambitieuse, elle me montrait de quoi elle est capable, même sur le terrain, et à un moment, c'est trop énorme, elle est sur le terrain, donc ça se passe mal pour elle, bon, elle est un peu perdue dans les rues de Londres, et tout d'un coup, il y a une vitre qui explose, et il y a Jason Bourne qui arrive, allez démarrer la voiture, mais en mode Terminator, hein, et elle, ok, d'accord, voilà, ça, je trouve ça, ce genre de situation, même si on a l'impression qu'elle a du charisme, elle a moins de charisme que Matt Damon, le personnage a moins de charisme que Jason Bourne. Donc c'est souvent amusant de nous montrer quand même que ce personnage de Heather Lee est vraiment mis en avant dans le film. Elle partage l'affiche carrément, mais elle n'est qu'une pâle figure par rapport à notre héros. Et avec ce genre de scène, on nous le rappelle. Et bien sûr, la scène de fin. La scène de fin, elle pense avoir le dessus complètement. Elle se fait rouler dessus par l'ingéniosité de Jason Bourne. Alors la scène de fin, je vous dis pas ce que c'est, mais moi je me suis dit, oh là, ce mec, il a tout compris, quoi. Il a compris comment on s'y prend, c'est le cas de le dire. Voilà, Matt Damon, il a vraiment campé un excellent personnage, et il est face à des bons personnages. Alors, en temps de crise, faut se montrer, voilà, audacieux, ambitieux, mais le problème, c'est que à chaque fois qu'il y a un film Jason Bourne, c'est des gens de la CIA. Alors on peut presque se dire qu'à chaque fois, je sens qu'il va y avoir des têtes qui vont tomber à la CIA et qu'à chaque fois, il y a un patron qui va y passer. Et ben cette fois-ci, ce patron, c'est Tommy Lee Jones, presque 70 ans, je crois, Tommy Lee Jones. Comment il s'en sort dans le film? Il joue donc un patron de la CIA, Divey ou Divi, on va dire. Dewey, peut-être. Il a l'air très endormi dans certaines répliques, particulièrement
particulièrement au début. Après, c'est peut-être son jeu d'homme fatigué, comme un chef de la CIA fatigué, pour peut-être permettre plus une opposition avec les jeunes générations, donc Heather Lee. Tommy Lee Jones, il a un petit peu du mal. Vers la fin du film, on s'y habitue bien sûr à son jeu et ça prend pas mal. Mais c'est un peu poussif, hein. Je trouve que, après, vous savez, moi je ne suis pas du tout acteur, je devrais pas me permettre de dire des choses comme ça, mais c'est plus vraiment une impression de spectateur là que je trouve, voilà, c'est un peu... Ouais, c'est pas le meilleur acteur, hein, ça c'est sûr. Il y a un peu une tête de mule dans le film d'ailleurs. Je pense qu'ils l'ont pris aussi pour ça. Il y a un peu de tête de mule, le vieux traditionnel qui veut pas entendre parler de vieux projets, de vieux fantômes. Donc il fait appel à un autre fantôme, Vincent Cassel, pour s'occuper de ce fantôme-ci. Et quand je vous parle justement d'un autre fantôme, c'est Vincent Cassel qui s'en sort très bien. Il est très énervé dans le film, hein. Il est calmement énervé. On nous le présente dans une scène assez génial, il est en train de regarder un épisode de je sais trop quoi, ou le foot, je sais plus, et il y a Tommy Lee Jones qui l'appelle. Il y a Vincent Cassel qui dit ouais mais moi j'ai encore une mission en cours, et l'autre bon la mission faut la terminer rapidement. Alors il y a Vincent Cassel, ok, il va là dans la salle de bain, il y a une espèce de mec ligoté complètement tabassé, il tire une balle dans la tête et après il repart. Voilà, la mission était très vite terminée. Je tiens aussi à dire, pour terminer sur les personnages, la gestion des foules, c'est-à-dire la gestion des figurants dans ce film-là, elle est impeccable. J'ai jamais ressenti à aucun moment qu'il y avait un problème avec les figurants ou les foules. Il y a beaucoup de personnes dans ce film, hein. À chaque fois, c'est très chargé, hein. Que ça soit à Athènes, c'est dingue ce qui se passe à Athènes. C'est vraiment, on dirait, la guerre civile, hein. À Londres, à Las Vegas, il y a beaucoup de gens à Las Vegas. Je trouve par exemple que Nolan dirige un petit peu mal ses foules. Alors bien sûr, c'est le travail des assistants réalisateurs, mais si Greengrass voit des choses qui ne vont pas, il a à les refaire. Je trouve que par exemple Nolan n'est pas forcément quelqu'un qui gère très bien un nombre accru de personnes. On est la preuve, le dernier plan du teaser de Dunkerque où on voit un espèce de mec rigoler, n'est-ce pas Anthony? Un espèce de mec rigoler là à la vue de l'avion qui est censé descendre sur eux. Et ça en revient à une mauvaise gestion de foule. De même que dans The Dark Knight Rises, je trouvais que les foules étaient assez mal gérées. C'est pour ça aussi que Interstellar, c'est un film d'acteurs, c'est pas un film de foule. Et le film est, du coup, tout d'un coup, vachement bien. Alors que The Dark Knight Rises, il y a des trucs, c'est pas terrible, quoi. Voilà, en termes de foule, vraiment de gestion de foule. Là, vous verrez, vous avez l'impression d'être dedans. Vous avez l'impression que c'est un acteur fictif dans un monde réel. Après, il y a un machin qui me gêne, c'est un truc tout con. Ce sont les agents, les pseudo-agents de la CIA qui sont en filature. Donc qui sont en train de filer des gars, Bourne ou d'autres personnes. Ce sont les plus mauvais agents de filature que j'ai jamais vus. Les pires agents au monde. Ils sont à 5 mètres du gars qui sont en train de filer. C'est pas de la filature, là, c'est de la garde rapprochée. Ça permet des reprises au point, dans le même plan, un travail de raccord dans l'axe ou de profondeur de champ. Mais je croyais pas à ces filatures, parce que les mecs, le gars qui se faisait filer, il avait qu'à se retourner et il verrait les autres en train de le fixer comme des cons. Ça m'a un petit peu fait sortir de la fiction. C'est un film qui est donc sorti au cinéma en 4K, donc d'après IMDb, c'est le master du film. Donc quand vous aurez un Blu-ray Ultra HD, ce n'est pas de la Ultra HD au rabais, ce sera vraiment du 4K, donc ça c'est cool, je tiens quand même à vous le signaler. Un tournage avec beaucoup de caméras différentes, IMDb a une sacrée liste de caméras, Blackmagic, une Red Epic Dragon, des Arri Alexa, des Canon C500, sûrement pour certains plans particuliers, un tournage en numérique et en 35 mm, ça c'est assez rare aussi pour être souligné. Alors de ce que j'ai lu, je n'ai pas trouvé de source qui le confirme, mais ça pourrait être juste un tournage en 35 mm en journée et en nuit, c'est le numérique. Ce qui serait logique, le numérique est peut-être plus intéressant pour la nuit. Les deux plus grosses scènes d'action du film sont la nuit. D'ailleurs à ce propos, il est dommage qu'à Las Vegas, on n'ait pas une meilleure gestion de transition entre le jour et la nuit. On a presque l'impression que d'une scène à l'autre, la nuit elle tombe tout de suite. Poup, ça c'est pas top. Il n'y a pas assez de temps qui passe pour que le spectateur accepte cette transition de couleur, cette transition de temps.
à mon sens. La collaboration avec Barry Ackroyd et Christopher Roos, qui sont les gens qui se sont occupés aussi de son dernier film, Captain Phillips. Je vous rappelle, j'avais fait une critique dessus, j'avais énormément aimé le film. Est-ce que c'est dans la tendance des précédents? Est-ce qu'il y a une différence entre Oliver Wood et Barry Ackroyd à la caméra? Alors, c'est difficile à décrire. Je pense qu'il joue beaucoup moins sur des teintes verdâtres, sur quelque chose de rapproché comme le faisait Oliver Wood. Christopher Roos est toujours très très bon pour monter, toujours des plans de presque 1 seconde voire moins. C'est très très rythmé. Après, des fois, je trouve qu'il y a des temps de mouvement à Athènes et à Las Vegas qui auraient pu être écourtés pour aller plus vite à l'essentiel, mais dans ce cas-là, on aurait moins l'impression de déplacement d'un endroit à un autre, on aurait l'impression que tout se trouve presque au même endroit et qu'on n'a pas besoin de se déplacer beaucoup. Quand on joue sur le réel, alors là c'est des trucs de montage pour en parler pendant des heures, quand on essaie de donner une teinte vraisemblable ou en tout cas très très réelle au film, même si on sait que c'est une fiction, je le rappelle, eh bien il faut quand même aussi jouer sur des bonnes distances, les distances qu'on doit parcourir en vrai, donc on doit aussi le faire sentir au spectateur. Étant donné que moi j'avais peut-être un peu de recul et que j'étais un peu sorti de la fiction, je sentais que c'était long, alors que normalement on devrait vraiment être dedans. Alors bien sûr il te le dynamise avec plein de plans pour donner l'impression que ça se passe vite, mais la scène m'a un petit peu engourdi, je devrais presque dire ça, elle m'a un petit peu engourdi. Par contre c'est toujours aussi découpé, ce qui amène aussi des fois un autre point un petit peu négatif à des plans dont les valeurs ne sont pas si communes que cela, et ça amène à des fois des trucs qui sont hors contexte. Par exemple, on a Vincent Cassel qui prend une voiture spécifique semble-t-il pour partir à la recherche de Jason Bourne à Athènes. Il se trouve que cette voiture est suivie par le gouvernement, par la CIA dans sa filature. Et il se trouve aussi que le centre de commandement a en sa possession une caméra qui est sur la voiture de Vincent Cassel. Et cette caméra est agrippée à ras le sol sur le devant de la voiture. Quelle est l'utilité de placer une caméra à l'avant de la voiture de cette façon? Ça donne bien sûr un côté vachement cool quand on l'a dans la fiction, mais après quand on se rend compte que ce plan de fiction est aussi un plan retransmis dans le centre de commandement, dans le centre de communication de la CIA, là ça la fout mal, parce que en lui-même le plan est la classe. Vous savez, c'est ces plans où on est dans la rue, on va à toute allure, vraiment caméra ras le sol, bien devant, bien centré, où là c'est presque symétrique ce qu'on voit devant soi, ça a la classe. Mais après quand tu te rends compte en fait que c'est un plan dans la fiction qui est utilisé, donc une caméra qui existe vraiment dans la fiction, qui a été placée là au devant de la voiture, là ça fait con. Voilà, donc il y a des petits trucs comme ça, ou des fois des angles vraiment de grosses contre-plongées, quand il y a, je crois, Damon qui descend avec une moto à Athènes. Là je me suis dit, qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, il me semble qu'il l'avait déjà fait dans le 3e volet, La Vengeance dans la peau, à Tanger. Je trouvais que c'était un petit peu malvenu, parce que c'est tellement différent en fait des autres plans qu'on nous narre, que ça peut nous faire sortir un petit peu de la fiction. Voilà, il y a des petits détails de cet ordre-là. Autrement, je trouvais que c'était très bien fait. Pour les scènes d'action, le film a un peu la même logique en fait que les précédents, vous le savez, vraiment dans la continuité, hein, utilisation de zoom, montage serré, montage vraiment pour donner beaucoup d'énergie au film, hein, plus par le montage que par le mouvement. De la caméra portée qui est très vive, l'action garde son côté viscéral, mais pas toutes les fois. L'action n'est plus innovante puisqu'on a déjà vu ce genre de choses. Ce n'est plus aussi fort, donc on va complexifier les choses. Le milieu, la manifestation qui dégénère en une véritable guerre à Athènes, c'est une des scènes les plus spectaculaires du film. Ce n'est pas la scène qui m'a le plus touché, mais alors c'est une scène, waouh, ça pète de tous les côtés. Les forces en présence à Londres, c'est peut-être le point qui est le plus compliqué, et Christopher Roos le fait avec une aisance pour narrer l'opération à Londres. Donc c'est Heather Lee et 2 équipes de gars, hein, qui suivent une personne. On a le Tommy Lee Jones avec A7, donc Vincent Cassel, dans un autre groupe. Et on a Bourne
donc ça fait beaucoup de gens à narrer. On faisait monter la tension, et ça c'était extrêmement réussi. On a aussi de vraies cascades et de vrais combats sans forcément du CGI. Le CGI était plutôt là, je pense, pour gommer des protections de barrières, de trucs en caoutchouc, quand il y a des chocs, des choses comme ça. Il y a un ou deux plans numériques, je pense particulièrement à un plan où il y a Matt Damon qui saute un peu dans le vide et qui se rattrape via un câble. Je ne sais pas si c'est un câble électrique, mais bon, voilà, via un câble. Là, je pense qu'il y a un petit peu de numérique. Mais autrement, ça semble bien réel, tout ça. Les cascades de voitures sont vraiment très bien. À Las Vegas, parlons-en, j'ai eu un problème. À la course-poursuite. Alors, il y a toute une scène avant qui est excellente, quand il y a une scène de grande conférence où il va y avoir un assassinat. La tension est maximale, elle est folle. Hein. Moi, je me suis dit, voilà, ça c'est vraiment pas mal. Mais la scène de la course-poursuite, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai baillé. 2 fois. J'ai baillé 2 fois. Et je comprends pas, parce que ça devait être la grosse scène, mais je sais pas. Je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai baillé. Peut-être un contre-coup de la séquence précédente qui était assez calme, et je vous parlais justement de cette scène de couloir à Las Vegas. Je sais pas. C'est peut-être qu'il faisait nuit. Moi, je suis comme une poule, hein. Quand je vois qu'il fait nuit, il faut aller au poulailler. Mais oui, je sais pas. Peut-être que cette course m'a semblé, sans m'en rendre compte, trop écrite, en fait. La course finale est peut-être trop mécanique, trop bien réglée, et on y perd l'aspect chaotique des précédents. Du coup, la course à Moscou, on ne savait pas du tout où elle allait. Là, c'est plutôt clair. Après, bien sûr, il y a Vincent Cassel qui le pousse, et il va dans l'entrangée, donc Bourne va à contre-courant. Voilà, ce genre de choses. Voilà, on a déjà vu, et on a l'impression que tout roule comme ça sur un rail de l'écriture de course-poursuite. Les scènes d'action restent impressionnantes, hein. On repousse toujours un petit peu les précédentes scènes dans leur retranchement dans celui-ci. L'excitation est là, il y a de vrais moments de tension, hein. La bande-son est aussi un petit peu similaire. Vous entendez plein de thèmes que vous avez déjà entendus dans les précédents, donc il y a aussi de la nostalgie en son. Avec l'ultime nostalgie, c'est Extreme Ways de Moby au générique de fin, comme les précédents. On l'a à la fin du film, et on se sent enveloppé vraiment dans cette nostalgie, comme je vous le disais. Et on a aussi ce fameux thème rythmique de percussion dont je vous avais déjà parlé dans les précédents Bourne. Un film sur la nostalgie. Alors, est-ce que Matt Damon a fait une faute en revenant dans ce nouvel épisode? Non, de toute façon, si on fait du Jason Bourne, il faut qu'il y ait Matt Damon, hein. Mais je pense qu'il faut vraiment, s'ils en font un autre, il faut vraiment que ça soit profondément modifié, et pas seulement alors on va faire la mère cette fois-ci, on va plus faire le père. Non, il faut vraiment quelque chose de nouveau, parce que là on l'a toléré parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu de Jason Bourne. Mais je suis pas sûr qu'il va marcher comme les précédents, hein, celui-là. Moi, je le souhaite honnêtement, parce qu'il est vraiment sympa. Et c'est un bon film d'action. C'est un des meilleurs films d'action, d'ailleurs, de cette année, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, on ne fait plus vraiment des films d'action comme ça. On le dit toujours, voilà, super-héros, c'est le nouveau film d'action. On fait tout péter et tout ça. Ou alors des comédies. Alors c'est une critique qui n'est pas forcément très folle, mais pour un film qui se tient bien, je n'ai pas eu trop besoin de le défendre, le film se tient tout seul. Après, je ne fais pas forcément une vidéo à chaque fois pour défendre des films, mais moi j'ai plutôt tendance à faire des vidéos sur des films que j'aime bien, ou pour lesquels j'ai de bonnes attentes et j'ai de bonnes intentions et attention. Donc moi je lui mettrais 14/20, il se tient bien, il fait bien le taf, et je pense qu'avec le recul et avec un second visionnage, il aura encore plus de choses à nous montrer, ce film, et plus de choses, plus de ponts à faire avec les volets précédents, et je pense que j'accepterai plus certains défauts que j'ai pu énumérer dans ce film-ci pendant cette vidéo. C'est un film avec du style, mais qui ne raconte pas forcément des choses intéressantes. Si vous avez déjà vu les précédents, il est bien, mais pas nécessaire. C'est un bon film d'action, mais ce n'est pas forcément un bon Jason Bourne, parce qu'il se répète beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, ça prend toujours un peu de temps, mais je veux lever le pied. Je
sais, je voudrais en fait sortir encore dans le même élan, tant qu'on y est, presque à la suite, hein, je ne sais pas si je pourrais, une analyse sur encore 2-3 idées que j'ai sur Jason Bourne, où je voudrais terminer ça. Et je voudrais aussi vous faire une vidéo sur Ennemi d'État avec Will Smith. Donc ça viendra, eh bien, quand ça viendra, je ne sais pas quand, mais voilà, sachez que je suis en train de préparer tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, de me suivre, ça me fait très très plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois d'août et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!